Mesdames et messieurs, bienvenue au Buffet froid. Mais j'entends une nouvelle voix encore, Léo. Ah ouais, j'avais oublié, on a encore un invité ce soir. Encore Encore. Et c'est qui? Eh ben, il va nous le dire. Eh bien, bonsoir, je m'appelle Damien. D'accord, Damien, et comment tu peux te présenter en quelques mots? Je viens de vous le dire, je m'appelle Damien. Ah, on aurait espéré qu'il y avait d'autres choses à dire que juste un prénom. Je m'appelle Damien et on m'a gentiment invité sur ce podcast et je suis ravi d'être ici avec vous ce soir pour parler des médiums. C'est ça, au menu du jour, les médiums et le spiritisme. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un médium? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on utilise le terme médium comme une sorte de fourre-tout. En anglais, déjà, ils font la distinction entre le médium et d'autres catégories de personnes, par exemple le psychique. Et le psychique, si on devait le traduire en français, il n'y a pas de mot exact, mais le terme qui s'approcherait le plus, ce serait clairvoyant. Et donc c'est celui qu'on va utiliser pour cet épisode. L'idée, c'est que le clairvoyant est quelqu'un doué de certains dons, ou du moins d'une sensibilité à ce qui est indiscernable par le commun des mortels. Pour autant, un clairvoyant n'est pas nécessairement un médium. Commençons par distinguer ces différentes catégories. Pour aller au-delà d'explications basiques sur les clairvoyants, on peut déterminer que le travail psychique est ce qui ne s'inscrit pas dans l'utilisation de nos 5 sens pour percevoir et analyser des informations. Les clairvoyants utilisent une forme extrasensorielle pour percevoir ce qui est au-delà du voile de nos 5 sens. C'est comme les chevaliers du Zodiaque, c'est le 6e sens. C'est un peu l'idée, ouais, c'est ça, ou dans le film éponyme avec Bruce Willis. Donc les clairvoyants sentent l'indiscernable et ont développé la capacité d'analyser ces informations paranormales. Et ils ont aussi atteint un niveau élevé de compréhension et de maîtrise de tous ces signes que nous, le commun des mortels, nous ne percevons pas, mais qui pour eux arrivent facilement jusqu'à leur conscience. À l'opposé, on a les intuitifs. Les intuitifs, eux, ils perçoivent sous forme de flash des sensations surnaturelles. Et ça, c'est quelque chose qui a pu arriver à chacun d'entre nous, je pense. Damien, est-ce que tu aurais un exemple où tu as eu une intuition très forte et tu t'es dit là, il faut que je tourne à droite peut-être, ou je fonce tout droit? Pas spécialement, mais je crois beaucoup à ce genre de choses, que ce soit médium, que ce soit voyant, etc. Parce que j'ai déjà vécu une expérience de ce type. J'étais plus jeune, hein, j'avais 20 ans de moins, donc j'avais entre 14 et 15 ans. Et en fait, ma mère était au téléphone avec sa belle-sœur. Et en fait, elle était avec une autre personne qui était médium, voyant, je ne sais pas exactement quel terme. Et en fait, cette personne, au téléphone, elle a demandé « Est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous ?» à ma mère. Ouais. Et donc j'étais bien avec elle. Et en fait, cette personne au téléphone m'a décrite de la tête aux pieds. Et il te connaissait pas? Pas du tout, et je l'avais jamais vu. Tu l'avais jamais vu? Jamais vu de ma vie, je connaissais même pas son prénom à l'époque, puis je m'en souviens plus d'ailleurs. Et elle a décrit Mais elle m'a décrit de comment j'étais habillé, la couleur de mes yeux, mes cheveux, comment j'étais. Comment j'étais habillé de la tête aux pieds. Et cette personne qui te décrivait, c'était une amie de ta mère? C'était une amie un ami à l'époque de la belle-sœur de ma mère, donc ma tante par elle. Donc c'était un homme. Et il avait entendu ta voix quand il était au Non, téléphone même avec ta pas. mère? Elle lui avait Même pas dit j'ai des enfants, rien. Pas du tout. Il m'a décrit de la tête aux pieds. Oui, Vraiment, effectivement, c'est troublant. Incroyable. Et est-ce que il lui a posé... rien annoncé, pardon. Oui, je l'ai posé la même question. Il lui a rien annoncé de catastrophique? Non, qui pas allait du tout. Ah non, t'arriver, rien juste du tout. que t'étais Rien là. du tout. Elle a dit voilà, je sens qu'il y a quelqu'un avec la personne au téléphone, donc elle était avec ma mère et mon ex-tante, par exemple. Et du coup, donc ma mère a dit oui, il y a quelqu'un et tout. Et puis et c'est là qu'il m'a décrit vraiment de la tête aux pieds, incroyable. Et tu sais s'il lui a dit d'autres choses? Non, ça s'est arrêté là. Mais ouais, ça pose Voilà. question. C'est comme quoi impalpable, indescriptible. Et ça, c'est resté en toi. Ouais, clairement, oui. Et c'est ce qui t'a donné la croyance envers les médiums ou pas du tout? C'est en partie, oui. En partie? En partie, oui. Je pense qu'il y a des personnes, comme tu as expliqué dans ton introduction, qui sont touchées ou qui ressentent des choses que le commun des mortels ne peuvent pas percevoir et qui arrivent à le retranscrire par des mots à d'autres personnes.
Ben, tu as bien expliqué la différence parce que quand on fait la distinction entre les différentes catégories de personnes, hein, les clairvoyants, les intuitifs, les médiums, ce qui ressort c'est qu'au final, on aurait tous la capacité de ressentir des choses sur un autre pan de réalité qui serait de l'ordre de l'intuition ou de quelque chose d'indiscernable. Et cette distinction principale, c'est que l'intuitif, il arrive à ressentir des choses, mais il ne maîtrise pas ce qu'il ressent et il n'a pas du tout le contrôle. C'est des choses qui arrivent comme ça, sans qu'il ait essayé de capter un signal ou quoi que ce soit. Alors que les médiums, ce seraient plutôt des clairvoyants qui auraient la particularité de pouvoir communiquer avec les esprits des défunts et de se faire l'interface entre eux et leurs proches. Eux, ils ont des outils, ils ont des méthodes, ils ont un contrôle sur ce qu'ils font. Ils ont appris à ne pas rester juste dans l'intuition et à réussir à attraper au vol les signes, à les retranscrire et à les communiquer aux personnes qui sont concernées. Est-ce qu'ils doivent se mettre en transe pour ça ou dans un état de conscience un peu modifié peut-être? Ça dépend du médium. Ça dépend du médium. La transe, c'est un outil comme on va le voir. Parmi les outils, on a ce qu'on appelle la séance, qui est l'exemple le plus répandu. C'est la réunion entre le ou les clients et le médium. Ils vont être assis autour d'une table pour entrer en communication avec un ou plusieurs esprits. Et comme je disais, ils sont assis, ça c'est un élément qui est indispensable pour la séance. C'est un peu comme dans Conjuring avec Madame Warren à Amityville. C'est ça. Il n'y a pas nécessairement d'état de transe dans la séance comme ça. Ça peut être vraiment des voix qui vont parvenir. Alors certains médiums rentrent dans un état de transe pendant une séance. Ça n'est pas opposé l'un à l'autre, mais ça ne va pas nécessairement ensemble. Ensuite, il y a les fameuses tablettes des esprits, qu'on appelle aujourd'hui des tablettes Ouija, alors que Ouija, c'est le nom de la marque du jouet. Ça a connu une grande popularité ces dernières années, parce qu'on en a vu pas mal, notamment au cinéma. C'est une planche en bois sur laquelle est représenté l'alphabet latin et différents symboles. Et on utilise un petit bout de bois taillé qu'on pose sur la planche pour permettre à l'esprit sollicité de communiquer. Donc les participants mettent tous ensemble leurs mains sur cet objet taillé en bois et c'est censé être l'esprit qui va faire bouger l'objet pour soit mettre en lumière des lettres ou alors des mots. Ils vont lui poser des questions fermées et l'esprit va faire bouger la planchette jusqu'à oui ou jusqu'à non. C'est un moyen qui est censé être utilisé par l'esprit pour entrer en communication avec les vivants. Il y avait des spiritistes américains qui utilisaient cet outil très tôt puisque on a des traces dès 1886 en Ohio pour communiquer avec des esprits. Et peu de temps après, vers 1890, il va y avoir la première commercialisation sous forme de jouets. Et on disait un peu plus tôt que ça avait été popularisé ces dernières années au cinéma. Alors quand je dis ces dernières années, on va être large, puisque déjà en 1973, dans le film L'Exorciste, c'est l'objet qui est supposé avoir permis la possession de Regan, la jeune fille. Et d'ailleurs, mon cher Fred, dans le premier épisode, c'est vrai, tu me lançais le défi de voir soit L'Exorciste, soit Amityville. Est-ce que le défi a été relevé, cher Léo? Le défi a été relevé puisque j'ai regardé la version Director's Cut de L'Exorciste il y a quelques jours. Très bien. Voilà, c'est fait, chers auditeurs. Vous voyez, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'au niveau des maquillages et des effets spéciaux, c'est un film qui a plutôt bien vieilli puisque toutes les scènes de possession arrivent à créer une ambiance, voire le dégoût à certains moments parce que c'est assez sinistre ce qui se passe. Après, ce qui est marrant, c'est que je ne sais plus dans quelles circonstances j'en parlais. Dans les films de cette époque, ils ont tous l'air vieux. La mère, à mon avis, elle doit avoir peut-être une trentaine d'années dans le film et on dirait qu'elle en est 60. C'est la coupe de cheveux. C'est la coupe de cheveux. C'est la coupe de cheveux, Léo, les fringues et tout. C'est has-been, c'est pour ça. Ils ont tous l'air vieux. Il faut pas le voir avec nos yeux d'aujourd'hui. Il faut essayer de se remettre dans les années 70. À l'époque, ils étaient à la mode. C'est ça. Mais pour eux, c'était la mode, la coupe de cheveux dernier cri et tout. Bien sûr. Et pour nous, il y a ce côté décalage qui fait qu'il y a un petit temps d'adaptation. Et après, une fois qu'on est dedans, c'est un film qui a des scènes très très réussies. Alors, je vais pas cacher que je suis pas contre les films lents. Je les trouvais quand même extrêmement lents et longs. Je trouve que c'est même un peu mou du genou. Et pas que au début.
Alors, la scène où le prêtre exorciste arrive et qui a été utilisée comme affiche, où on le voit dans les ténèbres de la rue, avec la lumière du lampadaire, cette scène-là, elle est magnifique visuellement. L'exorcisme en lui-même, je le trouve assez mou. Il y a pas mal de passages où ils s'arrêtent là, à grelotter parce qu'ils ont froid, à se regarder, à dire bon, ok, pourquoi est-ce que ce démon il nous fait ça et par contre, je trouve que la résolution, pour le coup, elle arrive extrêmement vite, d'un coup. Il se dit bon je veux pas tout révéler pour ceux qui l'ont pas vu, mais il se dit bon il s'est passé ça, je vais faire ça et bim en 2 secondes c'est terminé. Là c'est vrai. Ça ne reste que ton avis. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est quand même le film le plus effrayant qu'on ait vu depuis à cette époque-là, qui a été vu à cette époque-là? C'était le film qui a été jugé le plus effrayant du monde. À cette époque, je veux bien croire que c'était extrêmement effrayant pour le public. Et qu'est-ce qui battrait maintenant L'Exorciste? Et je suis pas facilement effrayé par les films, je regarde beaucoup de films d'horreur, mais je n'ai pas trop souvenir récemment d'un film où j'ai été dans l'effroi le plus total, à me dire quand je vais me coucher, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça peut m'arriver avec des jeux vidéo, mais avec des films pas trop. Et toi, Damien, est-ce que tu es amateur de films d'horreur ou de jeux peut-être? Alors j'en ai vu, oui, quand j'étais un peu plus jeune. Maintenant, c'est plus trop ma tasse de thé. Mais puis je me remémore pas là maintenant de films d'horreur qui m'aient effrayé à ce point-là. Tu n'as pas vu L'Exorciste, Damien? Il y a très longtemps. Il y a très Ah, longtemps. tu l'as vu, tu vois? Si, je l'ai vu. Si, je l'ai vu, mais c'était il y a très très longtemps. Mais il n'en est pas resté terrorisé. Non. Ah, donc on a des avis un peu similaires peut-être. Oui. Pourtant, ce que tu m'as dit, je suis d'accord avec toi. T'as trouvé qu'ils avaient l'air vieux tous. Très vieux. Bon, pour revenir au sujet. Et pour revenir au Ouija, Oui. juste j'ai une petite anecdote parce que j'ai trouvé ça assez sympathique. Ben, on sera ravis de l'entendre. L'objet, effectivement, le Ouija fera l'objet d'une commercialisation sur forme de jouet, tout simplement parce que ça a permis aux créateurs de bénéficier d'aide de l'État, sinon il n'aurait pas eu d'aide. Voilà une petite anecdote. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport à on met les doigts dessus, ça bouge tout seul, est-ce qu'on peut pas penser que il y a quand même une petite quelqu'un autour de la table avec son cerveau arrive sans faire exprès à le faire bouger? Est-ce que c'est pas plutôt le Ouija quelque chose qui est pas très 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 sûr comme moyen de rentrer en communication avec les esprits? Qui serait pas très fiable selon toi? C'est ça. Plutôt de la pensée d'un des membres autour de la table qui influencerait la direction de la pointe. Ah bah j'imagine que c'est possible. Parce que dans le film, et en plus, celui que j'ai bien aimé, pour revenir un peu à du cinéma, la saga Ouija, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait assez sursauter à certains moments. Ah, je suis même pas sûr que j'en ai vu un seul de cette saga. Ah, avant le 31 décembre, nouveau défi pour Léo, voir au moins un des 2 films de la saga Ouija. Alors si je regarde Ouija et que je m'ennuie, je te le ferai payer. Bon, maintenant qu'on a parlé des planches Ouija, mais qui sont pas forcément des planches Ouija, un autre outil qui est utilisé, c'est l'écriture automatique. En Occident, son origine, elle peut remonter à peu près au XVIe siècle, à l'époque où John Dee et Edward Kelly auraient retranscrit le langage énochien, qui leur aurait été communiqué par des anges. Ce procédé consiste à prendre une feuille et un stylo et à laisser un esprit prendre le contrôle de sa main pour écrire. La personne découvre alors le message dont elle a juste été le transmetteur, au même titre que ceux autour qui pouvaient être spectateurs. Il faut quand même avoir un don un peu particulier pour ça, de toute façon. Mais ça veut dire que c'est même pas tant un don, c'est que tu laisses un esprit prendre possession d'une partie de ton corps. Et c'est l'esprit qui écrit en utilisant ta main. C'est l'idée derrière cette utilisation de l'écriture automatique, qui est un procédé qui est aussi utilisé en psychanalyse, par exemple. Donc on pourrait aussi dire là que l'esprit humain peut influencer la main en lâchant prise un peu, on va dire. On peut l'imaginer. Si on était un peu sceptique sur l'écriture automatique. Il est tôt pour être sceptique, Fred. Pour l'instant, nous ne sommes qu'à la description des outils. Je suis le sceptique. Mais tu peux être sceptique. Mais pas plus tard.
Voilà. Non, sois sceptique tant que tu veux. Si t'as envie d'être sceptique C'est maintenant, gentil, il merci. faut l'autoriser. Et c'est pareil pour toi, Damien. Si à un moment je- t'as envie de taper du poing et de dire c'est n'importe quoi, mais fais-le. J'y manquerai pas. Alors un autre outil, c'est le channeling. Le mot channeling vient de l'anglais channel, qui signifie canal en français. C'est le terme qui est utilisé par les médiums ou par les adeptes de l'ésotérisme pour désigner les transmissions de messages ou d'enseignements provenant du monde spirituel vers le monde matériel. Il arrive que des êtres supérieurs, qui peuvent être des guides spirituels, des maîtres ascensionnés, des anges gardiens ou des archanges, et même des divinités, entrent en contact avec le monde matériel. Ils se manifestent à travers les médiums channels, les seules personnes dotées d'une capacité extraordinaire pour communiquer avec les esprits et les entités invisibles afin de transmettre des messages. Et d'ailleurs, dans l'épisode, alors j'allais dire de la semaine prochaine, mais il est très très fort probable que cet épisode sur les médiums soit divisé en 2 parties, ce qui fait que dans 2 épisodes, on aura une continuité de ce qu'on fait aujourd'hui sur les médiums et on reviendra sur cette existence de guides spirituels. Mais je n'en dis pas plus, il ne faut pas trop spoiler. Et après, il y en a qui vont se servir de ce que je dis comme indice pour deviner quels seront les prochains sujets. Et ça, on ne veut pas de triche. Pas de triche ici. Et on va en venir à ta question d'un peu plus tôt, Fred, à savoir la transe. Et la transe, telle qu'elle est utilisée par les médiums, permet à l'esprit contacté de prendre le contrôle du corps du médium, dont la conscience est alors mise en pause. Et pendant ce temps, l'esprit peut communiquer en parlant ou en écrivant, en utilisant le corps du médium comme un outil. Il s'agit du niveau le plus profond d'expertise des médiums. Ça veut dire que le médium devient une marionnette un peu. Donc l'esprit prend tout le contrôle et contrôle le médium et il s'exprime, Il lui fait il bouge faire à ce qu'il travers veut. lui. C'est un peu comme on va en reparler, on en a déjà parlé dans un précédent épisode, dans Code Quantum, quand Sam Beckett prend la place Ah, d'une c'est personne, et ben la personne sort de son corps, elle est dans une salle d'attente, sa conscience n'est plus présente dans son corps, et Sam Beckett lui fait faire tout ce qu'il veut. Elle est une marionnette. Telle une marionnette, exactement. Ouais, Et ben c'est un peu le même principe, sauf que là ce sont des esprits éthérés. La National Spiritualist Association of Churches donne la définition suivante. Un médium est quelqu'un dont l'organisme est sensible aux vibrations du monde des esprits et par l'intermédiaire duquel les intelligences de ce monde sont capables de transmettre des messages et de produire les phénomènes du spiritisme. L'Association nationale des églises spiritistes est l'une des plus anciennes et des plus grandes organisations religieuses spiritistes nationales aux États-Unis. Elle a été formée en septembre 1893 lors d'une convention de 3 jours à Chicago, dans l'Illinois. Donc ce qu'on peut dire en conclusion après tout ça, c'est qu'un médium, c'est quelqu'un qui a la capacité de communiquer avec le monde des esprits, ou comme on l'appelle parfois, l'au-delà, l'endroit où se trouvent les esprits des défunts. L'association dont on vient de parler est également importante pour l'adoption d'un certain nombre de déclarations sur le spiritisme, qui sont devenues une norme à laquelle adhèrent plus ou moins d'autres organismes spiritistes. En 1899, une déclaration de principe en 6 articles a été adoptée. 3 autres articles ont été ajoutés ultérieurement pour un total de 9. Et alors, finalement, elles n'ont pas toutes les mêmes principes, mais on retrouve quand même des valeurs communes. Et on ne va pas citer tous les articles, mais on va parler de ceux qui ont un lien direct avec la vie après la mort, puisque c'est quand même de ça dont il est question quand on parle de médium. Nous affirmons que l'existence et l'identité personnelle de l'individu perdurent après le changement appelé mort. Nous affirmons que la communication avec les soi-disant morts est un fait scientifiquement prouvé par les phénomènes du spiritisme. Nous affirmons que la porte de la réforme n'est jamais fermée à aucune âme, ici ou après. Et nous affirmons que le précepte de prophétie et de guérison sont des attributs divins prouvés par la médiumnité. Donc eux, ils y croient à fond. Ils croient qu'il y a une vie après la mort et ils croient qu'on peut communiquer avec les esprits des défunts. Et pour eux, la mort, ça n'est donc pas une fin, c'est un changement. Donc quand on meurt, il y a toujours quelque chose après. C'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent. Et à cet après, on peut revenir dans le monde des vivants. Alors, pas revenir, mais en pas tout cas revenir, communiquer. Il peut y avoir comme des portails qui s'ouvrent pour laisser la parole. Et les médiums sont ceux qui vont ouvrir l'accès à ces portails. Mais est-ce qu'il y a un gène du médium? Eh bien ça on va le voir. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de l'historique des médiums, ou en tout cas
du médium moderne. Avant de continuer, la porte de la réforme n'est jamais fermée. C'est quoi la porte de la réforme, Léo? Alors, ce qu'ils veulent dire, c'est que, grosso modo, j'en sais rien. La réforme, la réforme, c'est la mort, c'est ça? C'est comme ça que je l'ai compris. Et ce qu'ils veulent dire par là, c'est que tous les gens qui sont atteints par le changement de la mort ont la possibilité de rentrer en contact avec le monde des vivants à un moment, Via un médium. via un médium. Mais pourquoi ils le font pas directement du coup? Parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui ouvre l'accès. C'est quand on parle de portail, c'est cette idée-là, c'est que il peut y avoir une ouverture du monde des esprits sur le monde des vivants, mais il faut quelqu'un qui ait cette capacité à discerner le message, à l'interpréter et à le diffuser aux autres. Le médium, c'est son rôle. C'est comme une radio, quoi. Oui, c'est Radio non, Médium, bonjour. Radio C'est- Médium, voilà. bonjour. Non mais c'est pas comme une radio. C'est Bienvenue, Non, bienvenue à la matinale de Radio Médium. Non, le médium, c'est l'antenne de la radio. C'est l'antenne, C'est d'accord. ça. Un médium, c'est une antenne. Il permet de capter le message. C'est pas mal comme Ah, analogie. pas mal, pas mal, pas mal. J'avais pas pensé jusque-là. C'est cette discussion entre nous qui C'est m'amène vrai. à cette idée. Ouais, le médium est une antenne. Voilà, chers spectateurs. On peut en finir là, je crois. Ah non, tu voulais nous parler de... T'avais des trucs à nous J'avais dire. des trucs à vous dire sur l'histoire des médiums. Bon, ben on continue alors. Allez, on continue. Sinon, on arrête le podcast et on rentre chez nous. Non, ce serait dommage. Il reste tellement de choses à dire. Dans son application habituelle, le terme médium est utilisé pour décrire les personnes sensibles associées au mouvement spiritualiste moderne né aux États-Unis et plus particulièrement à New York en 1840. Oui, parce que aux États-Unis, ils font pas trop la distinction entre le terme spiritualiste et spiritiste. Alors que nous, en France, on parle bien de spiritisme. Alors, comme il y a différents mouvements, différents groupes, pour simplifier, on va quand même utiliser principalement le terme de spiritisme dans ce podcast, puisque l'idée générale reste la même. Ne nous compliquons pas la vie. C'est ça. Et on est des gens restons- simples. on est des gens Restons simples. exactement. Surtout s'il faut rentrer en contact avec des esprits, restons simples. Et là, on pourrait presque faire une séance. Si on tamisait les lumières et tout, on C'est est vrai. suffisant. En plus, on la table est ronde. Tenons-nous les mains et ouvrons nos esprits. Allez, c'est parti. On va le faire sur la terrasse peut-être. Ok. On sait jamais si on y arrive. Les esprits auront peut-être un courant d'air qui les chassera s'ils ont des mauvaises idées. Pour revenir à notre spiritisme, Oui, il se distinguait en tant que mouvement post-lumière dans lequel la médiumnité était utilisée comme moyen de démontrer au public la réalité du contact avec les esprits et donc la vie après la mort. Ce qui est très étrange puisque dans la Bible, en tout cas, les médiums ne sont pas très très bien lotis, si j'ai bien lu. Donc même mis au banc de l'église. ah, est-ce que tu as des références à nous La donner, là Bible. Non, mais nous, on veut l'article. Ah non, j'ai pas le chapitre. le Non, j'ai pas chapitre. noté le chapitre. Mais Bon. ce que je vous dis, c'est vrai. On te croit sur La parole. Bible n'est pas très copain avec les médiums. Donc c'est en 1848 que le mouvement commencera réellement à prendre de l'essor. En ce sens, il y a 2 ou 3 sœurs, ça dépend comment on le voit. 2 sœurs et demie. Non, c'est 3 sœurs, mais il y en a une qui n'était que le manager en fait. En ce sens, les sœurs Léa, Margaret ou Maggie et Kate Fox ont joué un rôle important dans la naissance du spiritisme moderne anglo-saxon et du spiritisme en France. Ah, excusez-moi encore avec mon accent anglais. Parce qu'on essaie de s'améliorer, Damien, d'un épisode à l'autre avec nos accents anglais. C'est un peu un challenge et un défi entre nous. D'accord, très bien. Pour moi, c'est très mal barré, hein, je le dis. Le mien il est assez franchouillard aussi, pour être honnête. Le mien est quasiment inexistant. Hein. Il faudrait que je rentre peut-être en contact avec une personne anglaise qui m'inspirerait l'accent, mais c'est Avec mal barré. Arthur Conan Doyle, il a déjà fait l'objet de séances. Peut-être, Oui. peut-être. À Hydesville, la famille Fox vit dans une ferme modeste. La famille est constituée de la mère, Margaret, du père, David, qui est pasteur, et des 3 filles, Léa, qui ne vit plus sur place mais revient souvent, et surtout Kate et Maggie, qui sont respectivement âgées de 8 et 14 ans. Et Maggie, qui a appelé comme sa mère en vérité Margaret, mais surnommée Maggie.
Dans la nuit du 31 mars 1848, Kate et Maggie, les deux filles, sont réveillées par des bruits dans leur chambre et des coups dont elles ne parviennent pas à déterminer l'origine, mais des coups qui semblent avoir un sens, comme si on essayait de leur faire passer un message, peut-être un autre pan de la réalité. Par la suite, cet événement est confirmé par leur grande sœur Léa. La question est alors sur toutes les lèvres. La maison serait-elle hantée ? D'après vous, elle est hantée ou pas la maison, les garçons ? Ça serait bien. Mais on espère qu'il va y avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Eh ben, elles sont malines. Les sœurs, elles font venir un voisin pour lui montrer le phénomène. Ah, un témoin. Un témoin. Au moins, tout est sûr. Tout le monde se rend dans la chambre. Margaret, la mère, lance, compte jusqu'à 5, demande presque immédiatement honorée par le bruit de 5 coups successifs. Ah, donc on lui répond. On lui répond, elle dit compte 5, il y a 5 coups. Donc Compte- elle arrive, elle se dit, il y a un esprit, qu'est-ce que je pourrais faire? Je le vais fais demander de compter. En tout cas, elle est curieuse, elle lui pose plein de questions. Et Et le elle mec, lui- il se prête au jeu. parce D'accord, que il n'y a c'est- pas de problème. Ok, je viens. Mais parce qu'il est sympa, les esprits, c'est sympa en général. Il est même docile. Et puis c'est un esprit frappeur. Là. Et puis, c'est un esprit éduqué. Parfait. Il sait compter jusqu'à 5. Oui. Et ce n'est pas fini, parce qu'elle lui dit compte jusqu'à 15. Et ton esprit frappeur, eh ben, il refait, il tape 15 fois. Il est malin, hein. Donne-nous l'âge du voisin. Et 33 coups résonnent. Déjà, il s'est compté jusqu'à 33, Et il l'esprit. connaît le voisin. Et il connaît bien le voisin. Si bien que la mère et les filles finissent par développer un code pour communiquer avec la présence via des questions fermées. Kate et Margaret lui donneront le surnom de Monsieur Splitfoot, un sobriquet utilisé pour parler du diable. Décidément, il n'est jamais loin. Il est soit dans l'arbre ou soit dans le pont. Il est partout. Il ce est diable. partout, ce Voilà, il est diable. dans le mur. Et alors, c'est le buffet froid du diable. Hein. Ces échanges finirent par révéler une origine bien sinistre à ces bruits. Il aurait été question d'un colporteur qui aurait été assassiné dans la maison et dont les restes auraient été enterrés dans la cave. Donc, plutôt maison hantée au final. En tout cas, un esprit frappeur qui sait compter et qui est enterré dans la cave. Et qui a des choses à dire. Et qui est affiché d'un sobriquet, d'un grand sobriquet, puisque le diable, c'est le big boss. Oui, quand mais même. ça, c'est elle qui l'ont appelé comme ça. C'est pas lui qui s'est surnommé ainsi. C'est vrai. L'année suivante, en 1849, les sœurs rencontrent Amy et Isaac Post. Le couple est connu pour son combat abolitionniste et ses actions en faveur des droits des femmes. Mais tant qu'Amy et qu'Isaac étaient également de fervents croyants dans le mouvement spirit, encore relativement récent. Des gens intéressants. Des gens très ouverts. Et puis qui se battent pour les droits des autres, qui sont sensibilisés aux différentes causes de la société de l'époque. Et qui croient 2 enfants quand même. Oui, c'est ça. Non, mais c'est des gens ouverts, comme tu dis. Et c'est intéressant parce qu'à la fois, ils sont très centrés sur les problématiques sociales du moment et en même temps, ils sont intéressés par le spiritisme et la question de l'au-delà. Ils sont prêts à croire d'autres choses comme ça. Et en plus, ils ont des actions en faveur des droits des femmes, ce qui est quand même rare au 19e siècle. Des individus complexes. Isaac, donc, devint lui-même médium durant cette période et rédigea même un ouvrage sur le sujet. Voices from the Spirit World Behind Communication from Many Spirits. Le couple va introduire les sœurs à son cercle d'amis qui comptait parmi les premiers spirites. Je vais essayer de rentrer vraiment en contact avec un esprit anglais. Non, mais là, parce que l'accent, c'est- franchement, ça allait. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Je te Alors, remercie, franchement, je sais Damien. pas ce que t'en penses, mais J'ai trouvé que ça avait très bien commencé. franchement, c'est. Et c'est- il y a juste qu'en bing, Ah oui, mais il y a des choses que je peux pas tout faire. voilà, on sent. J'ai des limites. Et ce mot, Dans l'ensemble, je t'ai déjà entendu le dire, et j'ai tu des- butes dessus. J'ai des Mais limites. tu dois penser à l'avion, le Boeing. Voilà, Boeing, peut-être, ouais. peut-être. Bah, en tout cas, je suis très élevé comme les médiums. C'est ce qu'on voit. Le couple va introduire les sœurs à son cercle d'amis qui comptait parmi les premiers spirites. Donc, le 14 novembre 1849, les Postes organisent une démonstration publique au Corinthian Hall à Rochester, dans le comté de Monroe, à l'ouest de l'État de New York. C'est précis. Il s'agira, j'ai presque, tu veux la localisation Non, Pas les coordonnées c'est- GPS. les GPS. Il s'agira de la première d'une longue série de séances durant lesquelles les filles vont communiquer avec les esprits en utilisant le code établi dans leur maison sur la base des bruits, mélange de coups et de craquements qu'elles entendaient dans leur chambre. L'entrée est payante. Tiens, il faut bien se faire un peu d'argent. Hein. Ah, faut le faire. Ce qui leur permet de vivre
très confortablement. En 1850, de nombreux érudits sont venus assister aux exploits des filles et des imitateurs qui prétendent avoir eux aussi le pouvoir de parler aux esprits émergents. Et c'est en ce sens qu'on dit que le mouvement spirit, il est né vraiment à ce moment-là, au 19e siècle, avec les sœurs Fox, puisque c'est elles qui ont lancé cette mouvance de dire on peut communiquer avec l'esprit, les coups nous permettent de comprendre ce que veut dire l'esprit, et il y a eu plein d'imitateurs derrière. Qui n'empêche, je vais encore jouer le sceptique, que l'argent revienne toujours là-dedans. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Là, c'est le nerf de la spiritualité, j'ai l'impression. Des soupçons de fraude, d'ailleurs, sont mis en relief et des enquêtes ont lieu pour prouver que les filles pourraient produire les craquements avec leur articulation, notamment au niveau des pieds. Les normes de l'époque ne permettent pas aux investigateurs de les examiner en détail. Personne n'est donc à mesure de prouver la fraude. Eh oui, ils ne peuvent pas leur dire de lever leur jupe. Heureusement. Imagine ce qu'on aurait pu trouver comme mécanisme dessous pour produire les brebis. Non, mais même pas jusqu'au le niveau savoir. des chevilles ou quoi, ils ne pouvaient pas leur demander de montrer ça. Oui, ne montrons pas les chevilles en 1850. C'est trop de pornographie. Oui, c'est Bah, ça. c'est à l'époque, C'était pas les mêmes mœurs. c'est pas exactement. Retournons en 1852 où Maggie épousa un explorateur qui lui fit abandonner le spiritisme, mais qui mourut 5 ans plus tard. Il est arrivé en mode c'est moi le patron ici, c'est moi qui porte la culotte, tu vas faire ce que je te dis, et boum, il est mort. Et voilà. Pas de bol, hein. Elle lui a peut-être jeté un Ah, sort. c'est dommage. Elle l'a peut-être empoisonné. Pendant ce temps, il faudrait rentrer en contact avec son esprit pour lui demander. Mais en tout cas, pendant ce temps, Kate continua sa carrière et gagna une renommée encore plus grande. Le Smithsonian décrira ses capacités en ces termes. Elle peut communiquer 2 messages de 2 esprits simultanément, en écrivant l'un tout en déclamant l'autre oralement, écrivant à l'envers et présentant des cartes sur lesquelles des messages apparaissent spontanément. C'est le cirque. Elle te montre un message, avec son nez, elle jongle une balle et dedans il y a un autre message. Peut-être qu'elle est comme Shiva, elle a 4 bras. Mais on disait dans un précédent épisode qu'il y avait un lien à faire entre la magie de l'époque, les prestidigitateurs, les magiciens, etc., et la médiumnité. Et c'est vraiment l'impression que ça donne quand on entend cette description qui est faite par le Smithsonian. Tout ça pour mettre un truc en l'accent anglais mieux que moi. C'est... Pas du tout. Oh, je suis Oh, déçu, c'est pas son- Léo. C'est pas son jeu. Je me C'est pas permettrai du tout pas. son genre. Pas du tout son genre. Il apparaît que la période de la guerre civile a eu pour effet d'accroître considérablement le nombre de personnes croyant au spiritisme, peut-être par crainte de la mort et pour trouver une forme de réconfort dans leur deuil. C'est ça quand t'as toute ta famille qui meurt à la guerre et si t'arrives à te dire Je ils vais- sont pas disparus pour de bon, il y a un moyen de les retrouver, de communiquer avec, c'est quand même réconfortant. Et de se dire qu'il n'y a pas de fin à la mort, c'est bien après la mort d'y avoir une autre vie aussi. C'est très réconfortant de dire que ça ne s'arrête pas d'un coup. Ça rassure. Ça rassure, mais on en a déjà parlé dans un épisode précédent. C'est vrai, ne nous répétons pas. Durant les années 1880, les 2 sœurs souffrent d'alcoolisme sévère et une dispute éclate entre Léa et ses 2 petites sœurs, durant laquelle elle leur reproche leur addiction et condamne les manquements de mère de Kate. La situation s'envenime et Maggie décide de se venger publiquement. Le 21 octobre 1888, elle réunit 2000 personnes, pas moins, et se déchaussant, leur montre comment elle produit le claquement des esprits en faisant bouger le gros orteil de son pied droit contre une planche de bois. Elle ajouta que Léa était au courant de la mystification et exploitait ses 2 sœurs pour le gain financier que cela lui rapportait. En partant, Maggie remercia Dieu d'avoir pu exposer la fraude que constituait le spiritisme. Donc ce qu'elle nous dit, Maggie, c'est qu'il faut pas croire dans les esprits, dans le spiritisme, mais qu'on peut croire en Dieu. Ou qu'on peut croire à l'orteil de sa sœur, Qui claque contre une planche de bois. qui claque contre une planche de bois. En fait, elle dit que ses sœurs, c'était pas vrai du tout, et Joël que, et sa sœur, puisque Maggie c'est une des deux et qui que, faisait les messages. et que c'est une grosse supercherie. C'est ça, c'est ce qu'elle dit. Et qu'elle est contente, elle remercie Dieu, mais parce que Dieu lui a donné la possibilité, la force d'exposer la fraude à tout le monde, à un parterre de 2000 Mais personnes ce que quand je même. veux dire quand je dis ça, c'est que ça m'interpelle toujours des gens qui vont te dire je crois pas dans les esprits, dans l'au-delà, mais je crois en Dieu. D'autant plus que souvent dans le christianisme, il y a l'idée de paradis.
Et le paradis, c'est l'idée d'une vie après la mort. Donc pour moi, les deux idées ne sont pas nécessairement en opposition. Tu reviens pas du paradis, même pour communiquer normalement. Alors normalement, c'est un terme qui me paraît un Oui, peu galvaudé dans ce normalement, contexte. oui, normalement, mais d'après ce que je me souviens d'un peu mon enseignement catholique, tu ne reviens pas pour communiquer. J'ai pas suffisamment de connaissances sur la Le seul religion qui est pour revenu, affirmer. c'est Jésus, la seule résurrection connue. Oui, mais là, on parle pas Là, on de parle pas de résurrection. résurrection. Non, mais Merci, bon, Damien. On parle d'esprit. oui, mais on Enfin, revient pas Ils font normalement. passer un message. Qu'il faut Bon, passer un message on ne de revient au-delà. pas du paradis normalement. Je sais pas, je m'y connais Enfin, pas. normalement, moi j'en ai jamais rencontré en tout cas. Moi non plus. Je ne me suis pas lancé dans ce genre de communication, j'ai jamais testé, donc je ne peux pas affirmer. Mais j'aimerais bien qu'on étudie ça pour une prochaine fois. À noter. Le parallèle, paradis, au-delà, communication ou non. Très intéressant. C'est une vraie Effectivement. question. Ouais. C'est vrai. Vas-y, dis-nous la suite. Revenons à nos sœurs. Revenons à nos... Le jour même, une interview fut publiée dans le New York World dans laquelle Maggie déclara que la première nuit où les bruits avaient eu lieu, elle et sa sœur étaient en train de jouer avec une pomme accrochée à une ficelle et que lorsque le fruit était tombé, cela avait produit un bruit étrange. Profitant de la crédulité de leur mère, qui les croyait incapables de jouer de tels tours, et du fait que les voisins pensaient la maison hantée, elles n'eurent aucun mal à faire croire à tout le monde que les bruits étaient produits par un esprit. C'est mieux que l'histoire de Newton, ça. Une fois arrivées à Rochester, elles trouvèrent une nouvelle façon de créer le craquement si particulier en faisant craquer les os de leurs mains dans un premier temps, puis ceux des pieds contre une planche en bois. Malgré la confession de Maggie, un grand nombre de personnes continua de croire que les deux sœurs étaient de réels médiums. Comme si elle avait menti pour se dédouaner et que les gens la laissent tranquille. Ou c'est plus simple de croire que de d'ébranler ses De- convictions. De C'est faire comme- face à la réalité. C'est C'est ça. comme dans le film La vie de Brian des Monty Python, quand tout le monde pense que Brian est un prophète parce qu'il leur dit « je ne suis pas un prophète ». Mais s'il dit que c'est pas un prophète, ça veut dire que c'est bien lui le prophète, justement. Peut-être. Mais du coup, Maggie, en 1889, tenta de réfuter sa confession et de reprendre ses activités, mais le public ne fut plus au rendez-vous. Et quant à Kate, elle mourut durant les années qui suivirent dans la pauvreté. Vous voyez, les deux, elles ont fini dans la pauvreté. Et la misère et... À cause de la sœur qui les a dénoncées. Mais non, mais... Mais si, à cause une des deux sœurs avait dit que c'était faux. Donc la sœur avait dénoncé la supercherie. Oui, c'est ça. Donc, mais c'est quand même étrange cette histoire quand même, parce que je pense, enfin moi personnellement, je suis un peu sceptique, hein, mais quand même faire craquer des os et que tout le monde abonde dans le sens en disant que c'est des esprits, c'est quand même un peu fort quand même. Parce que tu peux pas faire craquer tes os pendant une séance de 20 ou 30 minutes, c'est impossible. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît long. Ce qui est marrant, c'est que on a vu à plusieurs occasions que le sceptique du groupe, c'était plutôt toi. Oui, Mais déjà, quand tu avais abordé les Sœurs Fox, tu en avais fait mention un peu plus tôt dans un autre épisode. Je sentais cette envie d'y croire. c'est pas que j'ai envie de croire au spiritisme ou au médium, c'est que Non, t'as envie de croire aux Sœurs Fox. j'ai envie de croire aux Sœurs Fox parce que je trouve que quand même faire craquer ses doigts et tenir autant d'années sur une supercherie, je trouve ça fort moi. Et Et je vais te répondre la même chose que tu m'as dite pour l'exorciste. Il faut voir ça avec le regard de l'époque. À une époque où il n'y a pas Internet, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas les infos à 20h, etc. Et les gens se basent sur ce qu'ils voient ou sur ce qu'ils entendent. Et pour eux, ça leur paraît bizarre ce son. Ça leur paraît inhabituel. Et ils n'ont pas de raison de se dire, c'est deux jeunes filles qui veulent nous arnaquer. non mais le craquement d'un os, ça produit un son bien précis. Tout le monde, voilà, Damien l'a fait, je le fais. Ouais, mais Voilà. il faut la planche en bois. Mais non, mais ça fait, c'est pas C'est pareil. un claquement. C'est pas, un claquement. tu vois, c'est pas comme si tu tapes sur du bois. Là, on ou- fait des tests de claquement. Donc, On vous précise parce que comme vous ne voyez pas, on est tous en train de chercher des morceaux de bois pour taper dessus.
les sons, c'est quand même assez différent. Même tu as la planche en bois, le bois, ça fait un certain son. Les craquements des os, Damien a fait craquer ses os, ça fait un craquement très spécifique aussi des os. Peut-être que personne n'avait jamais fait claquer ses os à cette l'époque. époque. À l'époque, ils n'avaient pas d'arthrite ou de rhumatisme comme nous. Justement, parce qu'ils faisaient pas craquer. Ou alors ils en avaient tellement qu'ils n'entendaient plus les entendaient bruits, plus. leurs oreilles s'étaient trop habituées, et donc c'était un claquement différent qui les a pris par surprise, et ils se sont mis à y croire. Non, mais en plus, la Maggie, quand elle fait sa déclaration, oui, j'ai dit la Maggie parce que c'est un peu péjoratif, je Vas-y, sais. dis la Maggie. Mais si tu la veux. Maggie, quand elle fait sa déclaration, elle s'est disputée avec sa sœur, donc on sent Avec un peu Léa. on sent un peu de vengeance derrière. Donc, Ouais, mais alors elle n'a pas trop compris le concept de vengeance. Normalement, quand tu te venges de quelqu'un qui t'a fait du mal, tu te venges pas de toi-même. Ah ouais, tu nous as dit des saletés, ben puisque c'est comme ça, je vais ruiner mon gagne-pain. oui, mais on sent quand même que c'est fait à un moment où elle s'entend plus avec sa sœur. Et est-ce qu'on peut vraiment donner du crédit à la parole de quelqu'un qui est peut-être vexé ou Il n'y a qui est pas peut-être en seulement la colère? question d'être vexé ou en colère, il y a aussi cette notion que tant Maggie que Kate souffraient d'alcoolisme à un niveau quand même très élevé. Un alcoolisme gravissime, ce qui a pu influencer sur son caractère, sur sa propension à se mettre davantage en colère et à avoir le sang chaud sur un moment. Et on peut imaginer que cette réunion avec 2000 personnes où elle a dit non, tout est faux, elle a été organisée à un moment où elle avait bu un coup de trop, elle était... C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'elle n'était pas sous l'influence de l'alcool à ce moment-là? Et puis qu'elle a sorti quelque chose que par la suite elle a regretté. C'est On l'impression sait que ça pas. donne parce que... Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. C'est l'impression que ça donne parce que plus tard, on se rend bien compte que elle a voulu y revenir. Donc, Alors après, est-ce qu'elle a voulu y revenir parce que c'était encore une fois un gagne-pain? c'est possible. Et en même temps, c'est pas forcément si sûr que ça, parce que pendant un long moment, il a été question que ce soit pas elles qui perçoivent l'intégralité des recettes, notamment quand elles ont commencé. Bon, là, on est une trentaine d'années plus tard, donc on peut imaginer que elles ont gagné en maturité, elles ont fait en sorte que l'argent leur revienne à elles, auquel cas l'hypothèse du gagne-pain fait sens. Mais peut-être qu'elles se sont convaincues aussi de certaines choses, qu'elles se sont dit non, on a réellement des pouvoirs, ou ce qu'on fait, c'est vraiment retranscrire un message, et que de s'être dénoncée comme ça a été un brise-cœur pour elle, parce qu'elle s'est non seulement dit je renie un don qui est réel, et en plus je mets Kate dans l'embarras, alors que Kate finalement elle était victime dans cette histoire. C'est vrai. C'est possible. Mais en tout cas, je trouve cette histoire et le cas des Sœurs Fox, je le trouve, ça me laisse dubitatif à moi. Même si je suis toujours entre, je suis persuadé qu'elles avaient peut-être un don, mais et puis après je me dis, je me dis oui, peut-être qu'elles n'en avaient pas, mais j'arrive pas à trancher en fait. Et j'ai eu beau voir Enquête paranormale 42 fois, lire ce que j'ai lu sur internet pour préparer un peu le podcast, mais du coup, je n'arrive jamais à prendre une décision. Alors pour ma part, n'étant pas le sceptique du groupe, je pense que les Sœurs Fox étaient des escrocs. Je pense qu'elles n'avaient aucun don médiumnique. Par contre, il y a plusieurs cas qu'on va exposer par la suite qui sont complètement troublants et qui amènent à s'interroger sur la possibilité que ce genre de don existe. Mais pour moi, les Sœurs Fox, elles ne font pas partie des gens qui avaient un don. Je suis peut-être dans l'erreur. En revanche, quand j'écoute cette histoire, j'ai des images qui me viennent en tête, sur un sujet légèrement différent, mais pas tant que ça. Il y a peut-être des dons. Non, je pense au film Le Prestige de Christopher Nolan avec Christian Bale et Hugh Jackman, dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes, parce que c'est exactement cette ambiance-là. C'est la même époque, on est dans le milieu de la magie, mais il est aussi question de se poser la question qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est de l'illusion, est-ce que la magie ça existe pour de vrai? Et on retrouve complètement cette atmosphère où c'est une époque différente, les gens sont dans des croyances qui ne sont pas forcément celles qu'on a aujourd'hui. Et je vous invite à aller le voir, pas parce que ça va vous renseigner davantage sur l'histoire des Sœurs Fox, mais parce que ça va vous plonger dans une atmosphère qui est assez proche de celle dans laquelle elles ont dû vivre. Et sur les Sœurs Fox, il y a
Au-delà des écrits purement documentaires, je sais qu'il y a une bande dessinée qui est parue il n'y a pas si longtemps que ça et qui retranscrit leur histoire. Bande dessinée que je n'ai pas lue, mais qui a des très bons avis. Donc pour les curieux, vous pouvez chercher la bande dessinée sur les Sir Fox. Merci de vous être attablé avec nous. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le dessert.